Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, dimanche 5 juillet, la guerre en Ukraine entre dans une phase où les frappes lointaines pèsent sur l'énergie et la logistique. On suivra aussi des tensions politiques en Europe et en Amérique, pendant que le Canada fait face à des enjeux de santé, d'environnement et de services publics. Géopolitique. L'Ukraine affirme pouvoir frapper plus profondément en territoire russe, en visant des cibles militaires et énergétiques. Des drones ukrainiens ont notamment touché une infrastructure pétrolière dans la région de Saint-Pétersbourg. Les autorités russes et ukrainiennes ont confirmé des impacts dans le secteur d'un terminal et d'installations portuaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky présente ces sites comme des infrastructures clés qui génèrent des revenus pour l'effort de guerre russe. Kiev décrit une campagne qui cherche à affliger des dommages économiques, tout en compliquant l'approvisionnement et les opérations de la machine militaire russe. Cette stratégie s'appuie sur l'évolution rapide de l'arsenal ukrainien et sur l'emploi de nouveaux moyens de frappe à longue portée. Elle intervient aussi alors que Moscou fait face à une pression sur ses défenses aériennes, avec des besoins accrus pour protéger des sites dispersés. En Iran, une semaine de cérémonie funéraire s'ouvre pour l'ancien guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Il a été tué il y a plus de 4 mois, lors de frappes aériennes américano-israéliennes, le 28 février, qui ont aussi coûté la vie à des membres de sa famille. À Téhéran, des scènes de deuil se déroulent autour des cercueils, avec des slogans appelant à la vengeance. Les autorités disent attendre entre 15 et 20 millions de personnes, à Téhéran seulement, sur l'ensemble des événements annoncés. 3 fils du dirigeant assassiné apparaissent lors des funérailles, tandis que l'absence publique de Mojtaba, présenté comme blessé lors de l'attaque, alimente les interrogations. Des délégations étrangères se rendent aussi dans la capitale iranienne, dont des représentants du Hamas et du Hezbollah, reçus séparément par le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Les cérémonies doivent s'étendre hors d'Iran, avec un transfert prévu vers l'Irak et des étapes annoncées à Najaf et Karbala, villes majeures du chiisme. La Turquie met la table pour un sommet de l'OTAN à Ankara, prévu les 7 et 8 juillet, avec 32 pays membres attendus. Ankara espère obtenir un feu vert américain pour l'acquisition de dizaines de moteurs d'avions de chasse. La visite du président américain Donald Trump est présentée comme un moment potentiellement favorable à ce dossier. Des analystes soulignent toutefois que ce déplacement ne réglerait pas à lui seul le contentieux autour du programme F-35, qui a durablement détérioré les relations. Dans l'Alliance, le secrétaire général Mark Rutte tente de préserver l'unité et de maintenir l'engagement de Washington. Les discussions se déroulent sur fond de disputes liées au partage du fardeau et aux engagements militaires américains. Canada. Le gouvernement fédéral investit dans des projets d'énergie propre en Alberta et en Saskatchewan. Le projet le plus financé vise à relier des réseaux électriques de l'Ouest canadien pour améliorer la fiabilité. Ottawa met ainsi l'accent sur des infrastructures qui peuvent stabiliser l'alimentation et réduire la vulnérabilité aux pannes. L'annonce s'inscrit dans une logique d'interconnexion avec des retombées attendues pour la gestion des pointes de consommation. Les 2 provinces deviennent un point d'attention, car elles combinent besoins industriels et transition énergétique. Les modalités exactes de financement varient selon les projets retenus. L'objectif affiché reste d'augmenter la résilience du système électrique dans l'Ouest. Les cancers de la peau augmentent partout au pays, avec une projection marquante pour l'an prochain. En 2026, 11 300 personnes au Canada pourraient recevoir un diagnostic de mélanome. Cette estimation place le mélanome parmi les enjeux de santé publique en progression. Les cliniciens rappellent que le mélanome demeure une forme de cancer de la peau à surveiller étroitement.
Les autorités sanitaires suivent l'évolution des diagnostics dans plusieurs régions. La prévention repose notamment sur la réduction de l'exposition aux rayons ultraviolets. Les messages de dépistage et de vigilance ciblent aussi les changements de grains de beauté et de lésions. En Colombie-Britannique, des rivières plus chaudes inquiètent pour le saumon dans l'intérieur de la province. Les experts observent que la hausse des températures des cours d'eau devient un problème croissant pour le saumon rouge, le sockeye. Une autre faible remontée de sockeye est anticipée cet automne dans les eaux de l'Okanagan. La situation met sous pression des populations déjà sensibles aux conditions hydrologiques. Des rivières et des ruisseaux plus chauds peuvent affecter la migration et la survie des poissons. Les gestionnaires des pêches suivent les indicateurs saisonniers dans plusieurs bassins. Le retour attendu, plus faible, renforce les préoccupations des communautés riveraines et des acteurs de la conservation. En Ontario, des évacués de la Première Nation de Kashechewan, installés à Niagara Falls depuis 6 mois, ont exigé des excuses publiques. Vendredi, ils ont marché au centre-ville sous une chaleur accablante, avec des bannières, pour dénoncer des propos associés à l'itinérance. Les commentaires visaient des évacués et ont été attribués à l'ancien directeur général de la ville et au maire. Le maire de Niagara Falls a présenté des excuses aux évacués après la controverse. Le dossier met en lumière les difficultés de logement et de services lorsqu'une évacuation se prolonge. Les membres de la communauté réclament du respect et des conditions d'accueil adéquates. La mobilisation illustre aussi la tension entre réponse municipale et besoins des personnes déplacées. Au territoire du Nord-Ouest, l'incendie de forêt près de Fort Simpson n'a pas détruit de maisons, selon les autorités. Des bâtiments annexes ont toutefois subi des dommages, d'après les informations diffusées samedi matin. Les équipes s'attendaient à une journée difficile, alors que le feu continuait de croître vers le sud. Des zones résidentielles demeuraient touchées par la progression de l'incendie. Des images montrent des hélicoptères effectuer des largages d'eau pour ralentir la propagation. Les autorités surveillent l'évolution du front et l'impact sur les quartiers. La priorité reste de limiter les dommages aux habitations et de protéger les infrastructures locales. Au Québec, le domaine seigneurial de Mascouche perdra un autre bâtiment patrimonial du XVIIIe siècle. La maison du meunier adjacente au moulin doit être détruite, malgré les critiques d'experts et de citoyens attachés au patrimoine. Le moulin du site, lui, doit être restauré, selon les plans en cours. La décision rappelle démolition du manoir seigneurial, déjà détruit en 2020. Les défenseurs du patrimoine dénoncent une perte de continuité historique sur un ensemble ancien. Le dossier met en cause l'état des bâtiments et les choix de conservation. La destruction annoncée relance le débat sur les moyens de protéger des traces matérielles du XVIIIe siècle au Québec. Science. En Égypte, des archéologues ont mis au jour une ville de l'époque byzantine dans le désert occidental. Le site comprend des quartiers du IVe siècle, décrits comme bien préservés. Les fouilles ont révélé des structures résidentielles et des bâtiments religieux, dont une église de type basilical. L'ensemble se situe dans l'oasis de Dakhla, une zone connue pour ses implantations anciennes. Des objets du quotidien ont aussi été retrouvés, notamment des pièces de monnaie, des fragments de poterie et des outils. Les chercheurs y voient des indices sur la vie de tous les jours et sur le développement urbain de la période. Le site apporte aussi des éléments concrets sur les activités économiques locales, à travers les artefacts recueillis. Dans l'Arctique, le réchauffement de la planète fait exploser le nombre de moustiques, avec des impacts sanitaires qui préoccupent. L'absence de programme de surveillance complique la capacité de la santé publique à réagir rapidement à ce changement. Des virus nouveaux apparaissent déjà dans ces régions, dans un contexte où les vecteurs se multiplient.
Les autorités font face à un double défi, soit mesurer l'ampleur du phénomène et suivre l'émergence d'agents pathogènes. Les moustiques deviennent ainsi un indicateur tangible des effets du réchauffement sur les écosystèmes nordiques. Le manque de données continues limite l'anticipation des périodes à risque. Les communautés arctiques doivent composer avec une nuisance accrue, mais aussi avec une incertitude sur les menaces infectieuses à venir. Climat. À Guam, des évacuations ont lieu à l'approche du super typhon Bavi. Les prévisions annoncent des vents dépassant 160 miles à l'heure lors de l'impact attendu lundi. La mer pourrait aussi devenir très dangereuse, avec des vagues proches de 11 mètres de hauteur. Les autorités se préparent à des dommages majeurs aux infrastructures et à des coupures de service. La trajectoire et la puissance du système obligent à déplacer des résidents dans des zones jugées plus sûres. Les services d'urgence se concentrent sur l'hébergement, la sécurité des routes et la protection des bâtiments essentiels. Monde. Aux États-Unis, la politique migratoire de l'administration républicaine durcit l'accès au territoire, au point d'être décrite comme une fermeture des portes. Les mesures mises de l'avant s'inscrivent dans une approche de ligne dure sur l'immigration. Le débat oppose la vision d'un pays historiquement construit par des arrivées successives à une stratégie centrée sur la restriction. Les effets se traduisent par des obstacles accrus pour les nouveaux arrivants. Les associations et certains élus dénoncent une remise en cause d'un récit fondateur d'accueil. La question migratoire reste un enjeu social majeur et hautement politisé. Elle continue de polariser l'opinion et les institutions. En Allemagne, le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, a reconduit ses deux chefs. Alice Weidel et Tino Kruppala ont vu leur mandat prolongé après 4 années à la tête du parti. Les deux dirigeants se sont présentés sans opposition. Démonstration d'unité interne. La réunion a aussi donné lieu à des affrontements entre manifestants et police à l'extérieur. La scène souligne le climat de tension entourant la place de l'AfD dans la vie politique allemande. Les forces de l'ordre ont été mobilisées pour contenir les débordements. Le parti cherche à afficher une direction stable, malgré une contestation visible dans la rue. En France, Marine Le Pen joue une étape décisive de son avenir politique, avec une décision judiciaire attendue en appel. La dirigeante d'extrême droite conteste un verdict qu'il a reconnu coupable d'avoir détourné des fonds de l'Union européenne. L'enjeu dépasse le dossier financier, car la décision peut peser sur sa capacité à se projeter dans une course présidentielle. La procédure d'appel devient un moment charnière pour son camp. Le dossier reste suivi de près par ses adversaires comme par ses partisans. La question de l'intégrité dans l'usage de fonds européens se retrouve au cœur de l'affaire. Le calendrier politique français s'en trouve influencé en fonction de l'issue judiciaire. À l'approche du sommet de l'OTAN en Turquie, Donald Trump a échangé séparément avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Les discussions ont eu lieu tard samedi, dans un contexte de négociations au point mort sur le conflit. Moscou maintient une exigence de retrait des forces ukrainiennes de la région de Donetsk. Kiev rejette cette demande, ce qui bloque toute avancée immédiate. Les appels visent à jauger les positions avant la rencontre internationale prévue les 7 et 8 juillet. Le dialogue téléphonique ne règle pas l'impasse, mais il confirme une activité diplomatique soutenue. Les regards se tournent maintenant vers l'impact de ces échanges sur la suite des discussions. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 176 $ américains, en baisse de 0% sur 24 heures. L'argent se négocie à 63 $ américains, en baisse de 0% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 62 809, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,704 $ américains. Dans une résidence privée pour aînés, l'inflation transforme le travail quotidien en cuisine.
La hausse du coût des aliments observée sur 5 ans complique la planification des menus. Les chefs doivent ajuster les achats et les recettes pour respecter des budgets plus serrés. Les substitutions d'ingrédients deviennent plus fréquentes quand certains produits augmentent trop vite. Les cuisines doivent aussi maintenir des standards nutritionnels malgré les variations de prix. La pression touche les volumes, les contrats et la disponibilité de certains aliments. Pour les équipes, l'enjeu concret reste de nourrir au quotidien sans dégrader la qualité, ni dépasser les coûts prévus. Apprendre à investir ne passe pas seulement par des livres, et les parcours se diversifient. Des consultations privées offrent un accompagnement plus personnalisé, souvent axé sur la construction de confiance et la compréhension des marchés. Des formations en ligne se multiplient aussi, avec des formats variés et des approches plus ou moins structurées. L'objectif reste de comprendre les mécanismes de base et les risques avant de placer de l'argent. Plusieurs solutions misent sur des exercices pratiques et des exemples, plutôt que sur la théorie seule. La progression se fait souvent par étapes, en commençant par des notions simples. Le choix d'une méthode dépend du temps disponible et du niveau d'autonomie recherché. À savoir aujourd'hui, le 5 juillet 1946, le bikini est présenté pour la première fois à Paris, lors d'un défilé de mode. Le 5 juillet 1950, la loi établissant l'Organisation mondiale de la santé entre en vigueur, consolidant son rôle dans la santé publique internationale. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.